qui est expert en criminologie. Bonjour, M. Barnum, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très, très bien. Je suis content qu'on puisse recommencer cette chronique-là ensemble. Il faut dire que la criminologie, c'est pas nécessairement le sujet que tout le monde maîtrise le plus. Si on devait juste résumer pour peut-être les nouveaux, là, parce que c'est une rentrée, il y a peut-être des nouveaux qui sont à l'écoute, la criminologie, comment est-ce qu'elle se distingue en particulier? Ben, on peut définir la criminologie comme l'étude du phénomène du crime. C'est un peu limité dans le sens que le crime... ça fait référence à des événements, mais quand on regarde plus loin, en avant, qu'on regarde la définition de crime, par exemple, mais là, on va voir qu'il faut s'intéresser aux politiques. Parce que la définition de crime, c'est ce que le Parlement canadien au Canada définit comme étant un crime. C'est là que se définit le crime. C'est pas l'impression qu'on peut avoir, les émotions qu'on peut avoir ou les perspectives personnelles qu'on a. C'est une décision politique qui n'est pas nécessairement toujours basée sur, disons, la définition normale de ce que le citoyen ou les mots peuvent vouloir dire. Le bien, le mal, tout ça, ce qui se fait pas. Tu sais, là, on est plus... Dans l'émotion, alors que quand on parle de criminologie, c'est plus froid. T'sais, on s'entend, c'est plus cérébral, c'est ce que je comprends. Ben non, c'est très, très émotif. Très émotif, ah oui? Ben en fait, le politique se sert de l'émotivité qui est liée au phénomène du crime. Je veux dire, lorsqu'il y a un drame spectaculaire qui met en cause des enfants, par exemple, mais l'opinion publique réagit, est indignée, est émotivement... ébranlé. Ouais. Et là, sur le plan politique, ça peut être récupéré. Parlons, par exemple, de l'autobus à Laval là, qui est rentré dans une garderie. Par exemple, ça, c'est un exemple assez concret. Ça a frappé l'imaginaire. Les gens ont été touchés très, très, très profondément par ce drame-là. Vous pensez que la nature, justement, du crime ou de l'acte peut influencer la politique par la suite? Bien, c'est très clair parce que cet exemple démontre très bien... justement, le résultat et la conséquence de l'émotivité. Dans le sens que, là, il y a des enfants qui ont été tués, d'autres blessés. Il y a les parents qui sont, par ricochet, atteints. Puis, il y a la population qui se pose des questions. Et là, il y a un procès. Puis là, à la fin du procès, on conclut que la personne a des problèmes de santé mentale et que, par conséquent, il n'est pas criminellement responsable. Et là, on remet tout en question... la réaction au phénomène du crime. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un crime est commis? Et c'est là qu'on voit que le politique entre parce que certaines personnes vont penser que le fait de considérer l'auteur de l'événement comme non criminellement responsable, mais ça veut dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on laisse aller, ça veut dire qu'on ne prend pas suffisamment en considération l'ampleur de ce qui s'est passé, alors que il faut voir que les rapports interpersonnels, les rapports que les gens ont avec la société, tout ça est quelque chose de complexe. Et les événements qui se produisent sont toujours perçus par ce qu'on entend de manière, je dirais, déconnectée du contexte de l'ensemble de la situation. Les phénomènes et les réactions personnelles sont influencés par le milieu dans lequel on se retrouve. Si on aborde le phénomène du meurtre du meurtre, mais ce qu'on constate, par exemple, c'est qu'à Québec, les meurtres ne se produisent pas partout avec la même intensité. Disons, à Sillery, il n'y en a pas souvent, quoique de temps en temps, il y en a. Il y en a plus dans la basse ville, il y en a plus dans les quartiers surpeuplés, il y en a plus où il y a de la misère. Parce qu'il y a un lien entre la capacité de bien vivre et les problèmes auxquels on peut être confronté. Alors, quelqu'un qui vit dans une maison à 10 pièces, puis qui a des problèmes conjugaux, par exemple, bien, la maison est assez grande que les deux partenaires peuvent vivre assez loin l'une de l'autre. C'est ça. Mais si on vit dans les 3,5 avec 3 enfants, les problèmes interpersonnels vont éventuellement évoluer de manière plus dramatique. C'est ça que
en théorie, la criminologie devrait voir et aborder. Mais encore là, la criminologie, c'est encore quelque chose à caractère politique. Parce que si on prend la recherche en criminologie, c'est financé par l'État, soit l'État québécois, soit l'État canadien. Alors, l'État ne finance pas n'importe quelle recherche. Il va financer des recherches qui vont dans le sens de ses intérêts. Ou dans le sens des intérêts qu'on peut percevoir de la part de la population, mais pas nécessairement en fonction des intérêts majeurs. Je vais donner un exemple très concret, très réel. Moi, j'ai fait une étude sur l'usage des armes à feu par les policiers, nombre de personnes tuées par des policiers. J'ai fait ça dans les années 80, 70, 80. Mais il y a un professeur d'université qui avait fait une demande de faire une recherche identique. Mais elle n'a pas été acceptée. Fait qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de financement. Moi, je l'ai fait sans financement. Ah, nuance. Nuance. Alors, c'est là que... Et la recherche, de manière générale, au niveau de la criminologie, est influencée par le politique. Parce que c'est le politique qui finance. Et j'ai déjà entendu parler, M. Jean-Claude Bernheim, du fait qu'il faut que la population garde confiance dans le système. Puis que ça, c'est parfois même considéré avant de rendre un jugement. C'est-tu vrai, ça? Bien, dans une certaine mesure, oui, souvent, les décisions judiciaires vont être prises en disant qu'il faut que la confiance du public soit maintenue. Par conséquent, on décide telle chose ou telle chose. Bon, c'est sûr qu'il faut que le public ait confiance en la justice. Parce que la justice, nonobstant toute sa dimension politique, c'est aussi une façon de réguler les comportements, de réguler le fonctionnement de la société. Alors, selon mon expérience et ma connaissance des choses, je pense que de manière générale, le système de justice atteint l'objectif de réguler. Mais ça ne se fait pas nécessairement avec le plus de justice au sens large du terme. Dans le sens que, pour que le système fonctionne, si on parle particulièrement du système criminel, c'est qu'il y a l'État d'un côté, il y a l'accusé de l'autre. L'État a des ressources à l'infini. L'accusé, ben, s'il est riche, il a plus de ressources que s'il est pauvre. De là, la capacité éventuellement d'aller chercher des experts ou pas. Quelqu'un qui est pauvre, mais il n'a pas les moyens d'aller chercher un expert. Puis celui qui est riche, il a les moyens. Fait que la justice à laquelle tu auras droit dépend parfois de ton salaire. Exactement. Alors, il y a toutes sortes de dimensions au niveau du système de justice et par rapport à la criminologie. Ce qui est, disons, une des carences, c'est l'information. C'est-à-dire que le système ne met aucune énergie à donner de l'information. Aucune. Ce sont les groupes d'intérêt qui interviennent. Les gens pour ou contre quelque chose. Mais l'État, même si l'État fait des bonnes choses, elle n'en fait même pas la promotion. Il y a comme une espèce de laisser-aller parce que ce laisser-aller est favorable au pouvoir politique. Dans le sens que, en général, quand le système fonctionne bien, c'est parce qu'à quelque part, il est nuancé. Par exemple, les libérations conditionnelles. Les libérations conditionnelles, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. Mais globalement parlant, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui obtiennent une libération conditionnelle récidivent moins, ou s'ils récidivent, c'est plus tardivement. Okay. Ça, c'est démontré statistiquement. Par contre, l'État n'a jamais fait la promotion de la libération conditionnelle en disant c'est meilleur que pas de libération conditionnelle, mais oui, il y a des ratés. C'est sûr, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un système, quel qu'il soit, qui fonctionne de manière absolument parfaite à 100%? Le système de santé au Québec. Moi, je prendrais un autre exemple. Les automobiles. Hein? Quand on fait des rappels de 800 000 automobiles parce qu'il y a tel problème, ben c'est quand même pas anodin. Non. Puis des fois, ça cause des décès.
Mais si on prend cet exemple-là puis qu'on poursuit, bien, est-ce qu'il y a une compagnie d'automobile qui a déjà été poursuivie parce qu'elle a des ratés dans son fonctionnement qui mènent à la mort de quelqu'un? Non. Au mieux, la personne a été assurée, puis au Québec, on l'est bien, donc les conséquences sont moins graves qu'ailleurs. Mais les constructeurs automobiles ne sont jamais imputables des erreurs commises. Pourtant, ils en commettent. Hein? Alors, il n'y a pas de fonds attribués, consolidés par l'État venant des constructeurs automobiles pour prévenir, justement, des situations. C'est pas que le constructeur automobile a voulu commettre une erreur, c'est que pour X raison, il s'est produit un problème dans la construction. Mais la contrepartie, c'est d'avoir ce qu'on pourrait appeler une assurance. Mais qui paye les assurances, c'est les individus et non pas les constructeurs d'automobiles. On pourrait prendre des exemples comme ça à l'infini. Alors, c'est pour ça que l'intérêt de parler du phénomène du crime, c'est de le décortiquer, c'est de regarder la façon dont les choses fonctionnent. Et comme il y a une multitude de niveaux, si on veut, de facteurs, d'intervenants, bien, c'est en essayant de, disons, faire un puzzle ou de monter le puzzle à partir de ces différents acteurs. Faire en sorte que quand on entend ou qu'on lit une nouvelle qui est en lien avec un crime, qu'on puisse peut-être avoir 2-3 petits fils traditionnels avant d'avoir une opinion, puis de comprendre un petit peu mieux la structure, puis qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, et etc. Parce que c'est complexe, là. Ça, c'est clair, le droit criminel. Jean-Claude Bernheim, vous êtes expert en criminologie. On devait parler de la commission Galland, là, le temps file, mais n'en demeure pas moins que la commission Galland est l'un des sujets de l'automne qui va continuer à faire jaser, et même qu'il y a peut-être des parallèles à faire avec d'autres commissions qu'on a déjà eues au Québec. Oui, c'est ça, exactement. C'est que c'est un bon exemple, la commission Galland, pour contextualiser un peu le fonctionnement général et de l'État et du système de justice éventuel. Mais avant d'aborder la commission Galland, parce qu'elle n'est pas terminée puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion absolue encore maintenant, c'est qu'on peut faire référence à des commissions antérieures. Très brièvement, on pourrait parler de la commission Gomery qui s'est penchée sur le scandale des commandites. Mais le scandale des commandites, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi je fais référence, mais c'était à l'époque où le gouvernement du Canada luttait contre le référendum de 1995. Il y a eu toutes sortes de magouilles, mais au bout du compte, il n'y a jamais aucun politicien qui a été considéré comme imputable. Et la question de l'imputabilité est l'essence même du fonctionnement du système de justice criminelle. Tu es imputable ou pas des gestes que tu as posés. Mais si on fait référence à la commission Charbonneau, là, il y a quelques éléments qui sont particulièrement intéressants. Parce que la commission Charbonneau, qui considérait ou qui abordait le phénomène de la corruption au niveau municipal et les contracteurs éventuels, ouais. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des éléments de poursuite. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces poursuites-là ne sont pas criminelles. Je vais donner un exemple concret. À Québec, il y avait un ingénieur qui s'appelle Michel Auger qui travaillait pour une compagnie qui avait des contrats avec la ville. Alors, il y avait de la corruption. Alors, la commission Charbonneau l'a très bien démontré et M. Auger a été poursuivi par l'Ordre des ingénieurs et non pas par le Code criminel. Et il était accusé, il y a eu quelques accusations de portée contre lui. Alors, je vais vous lire un peu les termes parce que le vocabulaire est particulièrement intéressant. Alors, il était accusé d'avoir participé à des procédés malhonnêtes et douteux en procédant à l'élaboration et à la mise en place d'un système collusionnaire des contrats qui permettait à la compagnie d'avoir des contrats auprès de la Ville de Québec. Puis, il était aussi accusé d'être en conflit d'intérêts parce que lui-même, comme il recevait des sommes de ces contrats-là, il était en conflit d'intérêts à titre d'ingénieur. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Ordre des ingénieurs l'a poursuivi. Alors, ce que l'Ordre des ingénieurs a fait, après avoir porté les accusations dont je viens de parler, puis que c'était la réunion, parce que, comme dans tous les procès criminels ou d'autres, il y a toujours des possibilités d'entente.
de médiation pour résoudre le problème le plus rapidement possible et sans que tout le système de la machine fonctionne. Donc, il y a eu une entente, puis là, il y a eu la dernière audience pour la sanction. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la première chose qui a été demandée, c'est qu'on amende l'accusation qui a été portée. Alors, la première chose, c'est qu'on a retiré les mots « procédé malhonnête, douteux, procédant à l'élaboration de la mise en place de contrats » et toute la question qui tourne autour du système collusionnaire. On a retiré ces mots-là de l'accusation. On a changé le système collusionnaire par système de partage de contrats. Hein? Excusez. Oui, oui, c'est exactement ça. Pas pareil. C'est pas pareil. Alors, le mot collusionnaire, tout le monde comprend très, très bien ce que ça veut dire. La collusion, c'est de la corruption. Mais quand on parle de système de partage de contrats, ça devient un petit peu dilué, nuancé. Donc, on utilise le vocabulaire pour qualifier le comportement des gens. Bon, ensuite, M. Auger a finalement été sanctionné, 14 mois d'interdiction de travail. Bon, c'est pas vraiment des vacances quand c'est 14 mois, mais quand même... Mais ce qu'il faut comprendre, ce que dit l'Ordre des ingénieurs, c'est que la sanction qui est imposée à M. Auger ne vise pas à le punir. Non. Non, les ordres professionnels ne visent pas à punir des gens qui commettent des infractions, des vols ou de la corruption ou je ne sais trop. Non, ça vise plutôt à assurer la protection du public. Hein? On ne punit pas la personne, mais on va assurer la protection du public. Et puis, on veut essayer d'éviter la récidive. Mais on ne punit pas les gens. C'est intéressant parce que quand on regarde comment fonctionne le système de justice criminelle, c'est la punition. La punition. Ouais. Alors, un ingénieur corrompu, lui, on ne veut pas le punir. On veut juste protéger le public et puis éviter qu'il récidive. Mais quelqu'un qui commet un crime dans la rue, lui, on le punit. C'est ça. Vous commettez un vol à l'étalage. Ouais. Vous voulez manger, vous avez volé dans une épicerie, vous êtes puni. Un ingénieur qui fait du partage de contrats, lui, on protège le public. C'est exactement. Ça, que de nuances. Monsieur Jean-Claude Bernam, qui est expert en criminologie. D'après moi, on aurait pu continuer encore comme ça quelques heures, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle à toutes les 2 semaines, à tous les mardis à 8h30. C'est vraiment un privilège de vous avoir sur nos ondes. Merci de partager votre passion et vos connaissances. Bonne journée. Bye-bye. À la prochaine. On est rendu à 8h47 maintenant. On va avoir dans quelques instants en studio nos amis du Centre Jacques Cartier. Mais pour s'y rendre un peu, de Jérôme 50 avec Skateboard en musique.